Depuis le début de la crise du Covid, le PMI France offre régulièrement des webinaires et ces conférences sont proposées par les différentes branches ou pôles du PMI et tous nos membres sont invités. Ce webinaire sera enregistré dans son intégralité ainsi que les réponses aux questions qui seront posées. Pour ce webinaire, nous avons 771 inscrits et il y a actuellement 215 participants connectés et le chiffre augmente de seconde en seconde. Nous souhaitons, avant de démarrer et passer la parole à notre conférencière Florence Sarnal, remercier très chaleureusement l'équipe du centre de compétences géré par Luc André, qui est à la manette technique de ce webinaire réalisé avec l'outil GoToWebinar. Alors, nous sommes actuellement en phase d'apprentissage de cet outil et nous vous remercions d'avance pour votre compréhension. Tous nos participants ont les micros coupés et pour poser des questions, vous pouvez utiliser la section questions qui est qui apparaît là sur votre ordinateur. Et nous aurons une session de questions-réponses à l'issue de la présentation de Florence. Donc maintenant, je souhaite introduire Florence Arnal, notre conférencière. Alors, Florence est axée sur les résultats et les actions. Son parcours comprend plusieurs postes de gestion et stratégie produit, tout d'abord dans les télécoms, où elle a participé comme ingénieure à la conception et au déploiement des systèmes de supervision des réseaux 2G, 3G, femto et 4G chez plusieurs constructeurs. Florence est passionnée de technologies émergentes et innovantes et de nouveaux business models. Après un MBA en e-business, elle a rejoint l'écosystème exigeant du cloud, puis le secteur de la cybersécurité en tant que product manager. Encore un grand merci à Florence pour nous offrir ce webinaire. Florence, c'est à toi. Merci Oriana pour cette introduction et bienvenue à tout le monde. Je suis impressionné par le nombre de participants. Je ne m'attendais pas à ça et je remercie d'autant plus le PMI de l'avoir organisé. Pour compléter sur mon parcours, j'ai eu la bonne idée de démissionner 15 jours avant le début du confinement pour monter ma propre structure. Et c'est pour ça que sur ce slide apparaît un lien vers mon profil sur Malte, qui est une plateforme de mise en relation entre des freelancers et des entreprises. Avant de commencer proprement dit sur la stratégie Océan Bleu, je vais faire un bref panorama, très bref panorama de l'histoire du marketing stratégique au cours des derniers temps et en fait au cours des derniers siècles, hein, parce que quand on parle de marketing stratégique, en général, on commence avec Sun Tzu, qui est cet ancien militaire général chinois assez connu. On se situe au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui a décliné dans alors à l'époque c'était pas un vrai livre, hein, mais dans un livre qui s'appelle L'Art de la guerre, quelques bonnes phrases qu'il est toujours bon de se rappeler. Et sur le thème, il faut connaître son ennemi, il faut se connaître soi-même, et alors on peut livrer des batailles en étant pratiquement assuré de la victoire. Et si on ne se connaît qu'un des deux partis, alors eh bien on pourrait gagner ou perdre, mais sans aucune assurance. Et si on se connaît ni soi-même ni son ennemi, alors on va à la catastrophe. Il est toujours bon de se rappeler ces principes de base. On a tendance à l'oublier. Je recommande la lecture de ce petit livre. Hein. C'est un petit livre qui doit faire un demi-centimètre ou à peine un centimètre d'épaisseur et qui se lit comme un roman. Alors, après, on va faire un gros pas. Là, on se retrouve dans la fin des années 60 dans la méthode LCAG.
Alors LCAG parce que c'est l'acronyme de ces quatre créateurs. Learn, Christiansen, Andrews et Gutt. Et la méthode LCAG consiste en deux parties, enfin, en trois parties. Une partie diagnostique, on va déjà diagnostiquer ce qui se passe avec de la collection de faits, avec des interviews, avec de l'analyse, des analyses SWOT ou PEST. Et là, on va en déduire une orientation. Une fois qu'on a fait cette partie de diagnostic, on va formaliser cette orientation en déclinant le but, les objectifs et la stratégie. Et ça va générer une roadmap. Ça doit être ça le livrable de cette partie de formalisation. Alors je rappelle, il y a souvent de la confusion entre ce que c'est qu'un but et ce que c'est qu'un objectif. Un but, c'est qualitatif, c'est avec des mots, ça exprime une finalité, une ambition, alors que un objectif, c'est quantitatif. On va parler en termes de nombre, on va fixer un objectif spatio-temporel. Naturellement, un objectif doit être réaliste, autrement, on perd l'enthousiasme. Et la stratégie, c'est l'art et la manière d'aboutir au but, d'aller vers le but. Donc c'est pas la stratégie, le but, les objectifs, c'est effectivement le but, l'objectif, ou les objectifs et la stratégie. Alors à titre d'exemple, si je prends un exemple très bateau, un but pourrait être par exemple rendre le monde plus vert, voilà par exemple. Eh bien un objectif, donc ça c'est ce but, rendre le monde plus vert, c'est vraiment une finalité, une ambition, et l'objectif ça pourrait être des objectifs, ça pourrait être planter 1 milliard d'arbres par an en Afrique subsaharienne. Voilà. Et puis la stratégie pour pouvoir planter 1 milliard d'arbres par an, eh bien c'est passer un accord stratégique avec un fabricant de graines, c'est organiser une COP 21, une COP tous les ans, chaque fois dans un pays différent, pour voir quels sont les progrès, etc. Et puis une fois qu'on a défini dans cette méthode LCAG le but, l'objectif, les objectifs et la stratégie, eh ben on va décliner le plan opérationnel, donc l'exécution, avec le PAC, le plan, l'action, le contrôle. Et ça, je pense que vous êtes en tant que tous PMP, vous êtes très familier avec ça. Donc sur la partie diagnostic et formalisation, on va parler de management stratégique, et sur la partie exécution, on va parler de management opérationnel. Bon, pas de surprise. Et puis, alors, quand on est, je vais revenir juste, là, dans les années 60, juste pour resituer, on est dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, je rappelle, les 30 glorieuses, c'est l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, donc c'est 1945 jusqu'à 1973, date du premier choc pétrolier. Donc ces 30 glorieuses, c'est des croissances à 2 chiffres dans tous les pays développés, et c'est un business model industriel. Donc c'est vraiment 27 années, enfin une petite trentaine d'années de croissance généralisée. On va parler d'investissement, de développement, on va s'adresser au marché de masse, et on va avoir une stratégie de marketing qui va être très orientée sur le produit. Quand on arrive dans les années 80, là, on arrive dans ce qu'on appelle les 30 piteuses, l'opposé des 30 glorieuses. Donc, les 30 piteuses, c'est les années 73 jusqu'à l'an 2000. Donc, entre le premier choc pétrolier et puis la bulle Internet, l'avènement d'Internet. Et là, on est dans des business models, dans le business model du service. C'est vraiment la revanche des BRICS. Et celui qui, en termes de stratégie marketing qui s'impose,
c'est Michael Porter, qui a écrit un gros bouquin qui s'appelle Competitive Advantage, et c'est sa stratégie, enfin en tout cas c'est son credo, de dire que pour lui le monde est un peu noir ou blanc. Il y a deux alternatives, soit on fait une stratégie de différenciation, soit une stratégie de domination par les coûts, et dans les deux cas on est dans de la compétition. Donc, différenciation versus domination par les coûts. Quelques exemples, c'est Emirates versus Ryanair. Ryanair, où on paye, on a le droit qu'à un bagage à main, et on paye pour une valise supplémentaire, alors que Emirates, dans la First d'Emirates, vous pouvez prendre une douche en vol. La différenciation, c'est entre le Ritz-Carlton et puis l'hôtel Formule 1, ou plus proche de chez nous, bah, c'est l'eau d'Évian et puis la cristalline. Donc l'eau d'Évian qui a un fort marketing, un positionnement vraiment de différenciation, et qui se permet de faire des bouteilles en verre en forme de grosses gouttes pour Noël, le tout peint en simili-or. Voilà. Donc on est très très loin de la cristalline 100% plastique naturellement. Et donc Michael Porter est arrivé avec certains outils. Et parmi ces outils, il y en a un qui sert bien encore aujourd'hui, qui s'appelle le modèle des 5 forces, et qui est un modèle qui est très simple et qui est très facile à comprendre. Et donc dans ce modèle, on va se poser la question de quelle est l'offre, qui la demande, qui sont les fournisseurs, qui sont et puis les menaces. Donc, qui sont les substituts potentiels et qui sont les nouveaux entrants. Alors, un substitut potentiel, c'est quelque chose qui, c'est une autre société ou c'est un autre produit qui répond aux besoins, mais avec une solution différente. Et les nouveaux entrants, donc là, il y a deux catégories. On subdivise, enfin, Porter subdivise en deux catégories. Il y a ceux qui font la même chose, et puis, mais qui viennent de quelque part ailleurs, et ceux qui font pas du tout la même chose, et qui viennent comme un cheveu sur la soupe parce qu'on les voyait pas arriver. On se demandait, on pensait pas qu'ils allaient aller sur ce segment. L'exemple typique, pour ceux qui ont connu la fin des années 80 les enchères quand TF1 a été privatisé, il y avait deux compétiteurs. Il y avait Hachette, qui était ultra favori et avec le passé d'Hachette qui était ultra pertinent. Et puis Bouygues Télécom, pardon. À l'époque, Bouygues Télécom n'existait pas. Bouygues, ils construisaient des ponts et des routes. Donc on est très très loin du Festival de Cannes, du Midem, de la SACEM, et pourtant ce sont eux qui ont gagné. Et ils ont gagné haut la main, en fait. Donc c'est vraiment un nouvel entrant qui arrive dans la catégorie en plus la plus dangereuse, ceux qui viennent de nulle part, ou en tout cas qui sont pas attendus dans le paysage. Alors un exemple d'application du modèle des 5 forces, très rapidement, le marché de la musique. Alors là, je me situe avant qu'on soit vraiment totalement en streaming, mais EMI, c'était un gros fabricant américain. Qui a besoin de la musique, la demande, c'est tout le monde. Qui sont les fournisseurs, les artistes et puis les fabricants de disques. Et puis à l'époque, les menaces, c'était Napster, c'était Spotify qui venait juste de commencer, c'était iTunes aussi qui venait juste de commencer, et puis le streaming, on en parlait à peine, mais certains en rêvaient. Et puis venant de nulle part, ou une chose un peu différente sur le marché de la musique, c'était les concerts en direct. Voilà, donc un exemple de 5 forces de Porter. Alors il y a d'autres modèles naturellement, mais ça ce sont les principaux et ce sont eux qui ont marqué. Et on va arriver dans la stratégie Océan Bleu.
La stratégie Océan Bleu, et là, ça commence en 2005. Enfin, en fait, à la fin des années 2000. C'est un livre qui est écrit par deux personnes. Alors, comme vous le voyez, totalement différentes. On a Chan Kim, qui est un Chinois, et Renée Beaubornier, qui est une Canadienne. Comme vous le voyez, canadienne blonde avec un Chinois à lunettes. Donc déjà c'est assez rigolo de voir que ces deux personnes travaillent ensemble et ont très bien travaillé ensemble, puisqu'ils étaient en charge de la chaire de la stratégie à l'INSEAD. Alors l'INSEAD, excusez du peu, on peut se faire un petit cocorico français. C'est quand même l'une des meilleures écoles de stratégie au monde et elle est située à Fontainebleau. Et ils ont en fait répondu à une requête du BCG, le Boston Consulting Group. Là aussi, excusez du peu, c'est quand même l'un des principaux groupes de consulting stratégique dans le monde, qui leur a demandé une question assez simple. Comment ça se fait qu'il y ait des sociétés qui marchent et qui marchent très bien en n'ayant ni choisi la domination par les coûts, ni choisi la différenciation. Et Chan Kim et René Beaubornier, en fait, se sont appuyés sur leurs élèves de l'INSEAD et ils ont fait 15 ans de recherche, donc c'était un espèce de fil rouge. Et avec leurs étudiants, et puis ils ont étudié plus de 150 cas dans 30 industries sur tout le XXe siècle pour sortir une méthode qui réconcilie les antagonismes qu'avait défini Porter, la domination par les coûts et la différenciation, avec la création d'un nouvel espace stratégique. Voilà, je vais l'expliquer un peu plus tard. Et cette méthode, la stratégie Océan Bleu, elle porte aussi un autre nom, on l'appelle aussi la Value Innovation Strategy. Alors, avant de commencer à parler de l'Océan Bleu, il faut savoir ce que c'est que l'Océan Rouge. Donc, l'Océan Bleu s'oppose à l'Océan Rouge. L'Océan Rouge, c'est ce qui est connu, c'est le connu. Des sociétés qui sont dans l'Océan Rouge, ils exploitent une demande existante, ils ménagent la chèvre le chou entre les coûts, la valeur et les coûts. Ils s'alignent sur soit la différenciation, soit le low cost. Et en fait, ce sont des sociétés qui s'adaptent aux tendances externes quand elles arrivent. Et donc ça, c'est l'Océan Rouge. Alors pourquoi on l'appelle l'Océan Rouge? Parce que justement, comme on est dans un espace de compétition, l'image veut que donc il y a beaucoup de poissons, il y a des gros poissons, il y a des petits poissons, ils se bouffent entre eux, ça fait du sang, et donc l'océan est rouge. Voilà l'image. À l'opposé, l'Océan Bleu, bah, c'est exactement l'inverse. L'Océan Bleu, là, vous voyez, il n'y a pas un petit requin, c'est un petit poisson, il est tout seul. Et donc, dans l'Océan Bleu, les grands principes, c'est qu'on va rendre la compétition irrelevant, donc non applicable. Alors, naturellement, ça dure pas tout le temps, mais pendant un temps, on va rendre la compétition non applicable. Et on va aller capturer non pas une demande existante, mais quelque chose qui n'a jamais été demandé. On va plus du tout s'aligner sur la différenciation. On va faire le choix entre la différenciation et le low cost. On va essayer de faire les deux à la fois. On va plus du tout regarder à essayer de faire donc des trade-offs entre la valeur et le coût. Et en fait, on va se placer ailleurs. Et ce sont ces sociétés qui comme c'est expliqué dans le livre de Chan Kim et de René Beaubornier, participent à fabriquer les tendances du futur. Et c'est pour ça que cette méthode, elle a tant de succès, en particulier, elle a eu tant de succès, et c'est toujours le cas en Californie, dans la Silicon Valley. Alors avant de la détailler, il faut savoir aussi qu'un océan bleu, c'est toujours un état transitoire.
Vous connaissez tous la courbe de vie d'un produit avec ses 4 phases. Au début, on démarre, on est dans la partie de l'innovation. Ensuite, on est dans la conquête, donc c'est le growth. On est dans la conquête, donc on va faire de la segmentation, on va se différencier. Et puis, quand on aura conquis les parts de marché, là, on arrivera dans une période plutôt de maturité, parce que les concurrents sont là, donc on va vouloir fidéliser ses clients, on va se focaliser sur du marketing, et puis comme il y a des compétiteurs, eh ben on va commencer une petite guerre des prix, et donc il va falloir aller regarder quels sont ses coûts, et donc on va aller faire la chasse au gaspillage, etc. Et puis comme n'importe qui, à la fin, ben, un produit ça décline, et puis à un moment ça meurt. Donc la stratégie Océan Bleu, elle est vraiment dans cette phase initiale d'innovation et de launch, donc de démarrage. Et puis petit à petit, quand on est dans la partie grosse, et ben là effectivement les concurrents arrivent, et l'océan, ben il est de moins en moins bleu et il devient de plus en plus rouge, et on est sorti de la zone d'Océan Bleu. Mais au moins pendant toute cette partie où on est dans la période de l'océan bleu, eh bien, on est tout seul, et on peut, en général, il y a quand même une grosse prime à celui qui arrive le premier avec une innovation. Donc, l'océan bleu, ce qui est très intéressant dans le livre de Chan Kim et de René Beaubornier, c'est que justement, c'est pas simplement un livre très très théorique. Ils vont donner des outils, et des outils qui sont faciles à comprendre et faciles à appliquer. Alors parmi ces outils, il y en a 4 qui sont vraiment très très intéressants, et donc je vais décliner maintenant, qui sont vraiment au cœur de la méthodologie sur la stratégie Océan Bleu. Le premier de ces, alors c'est pas dans un ordre particulier, hein, voilà. Mais le premier que je décris, c'est les 3 tiers des non-clients. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc la population cible d'une stratégie Océan Bleu, ce sont des non-clients, donc des gens qui ne sont pas encore clients. Alors si on le représente, voilà, j'ai représenté l'océan rouge dans le. Et donc, parmi les non-clients, on peut les séparer en 3. Il y a les non-clients qui sont actuellement clients et qui vont très rapidement devenir plus des clients. Donc, ils vont sortir de l'océan rouge. Au slide suivant, je vais donner un exemple. Il y a une deuxième catégorie de non-clients qui sont les anti. Ceux qui n'aiment pas le produit, ça leur donne des boutons, ils peuvent pas se le payer, ou vraiment ils sont anti cette bande, et donc il n'est pas question pour eux de mettre de l'argent et de faire un achat sur ce produit ou sur cette marque. Et puis la troisième catégorie, c'est tous ceux qui sont non exploités, c'est-à-dire des clients potentiels, mais dont la société ne prêtait pas d'intérêt, parce que c'est pas a priori la cible du dit produit. Et bien la stratégie Océan Bleu, en fait, elle va s'adresser à ces 3 catégories: les non-clients imminents, les non-clients anti et les non-clients non explorés. C'est vraiment cela. Alors, à titre d'exemple, sur les 3 tiers, il y a une société vraiment que tout le monde connaît qui a appliqué ça. Et je vais vous parler du marché des jeux vidéo. Donc, le marché des jeux vidéo, il y a une quinzaine d'années, était ultra dominé par 2 acteurs, la Xbox de Microsoft et la PlayStation de Sony. Et donc, l'océan rouge, alors, je m'excuse auprès de ces messieurs, mais en général, la population qui joue aux jeux vidéo, ce sont des hommes de moins de 35 ans.
en général. Donc maintenant, on va se poser la question, qui sont les non-clients imminents? Eh ben, typiquement, ce sont des hommes d'environ 35 ans qui à peu près à cet âge-là se disent quand même, ça fait c'est ballot de passer son temps sur le jeu vidéo, et donc ils vont perdre l'habitude de jouer aux jeux vidéo, et donc ils ne seront plus des clients. Les anti dans la catégorie anti, on les connaît, c'est les femmes, ce sont les retraités, ce sont les parents qui trouvent que leurs enfants s'abêtissent à passer leur temps sur les jeux vidéo. Et puis les non explorés, ce sont les familles. En général, les familles n'étaient pas explorées quand il y avait et la plupart des jeux qui sont sur la Xbox ou la Sony, on peut trouver des jeux de foot ou alors des jeux de guerre ou de bataille. C'est pas du tout, a priori, pas du tout familier. Et donc, quand on regarde la carte de l'océan bleu, eh bien, on va se retrouver donc avec une population à cibler. Alors, des hommes de plus de 35 ans, toutes les femmes, tous les retraités, tous les parents, toutes les familles. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de monde, et il y a un énorme potentiel à condition d'avoir le bon produit. Et celui qui a trouvé ce bon produit, parce que naturellement, Microsoft et Sony mettent des milliards sur la table. Je pense qu'il y a la prochaine Xbox qui sort, et puis la PS5 qui est attendue. Enfin, je crois que je sais plus si elle est sortie, ou en tout cas, elle va sortir avant Noël. Ce sont des milliards qui sont mis sur la table. Donc, un nouvel entrant peut pas mettre cet argent. Donc, il faut qu'il se positionne ailleurs. Et c'est exactement ce qu'a fait Wii. Quand la Wii est sortie, ils se sont adressés typiquement aux femmes, aux retraités, aux parents, aux familles. Et le patron de Nintendo, qui est la maison mère de la Wii, a dit on ne se bat pas contre Sony et Microsoft, on se bat contre l'indifférence des gens qui pensent qu'ils n'avaient aucun intérêt dans les jeux vidéo. Et donc sur la Wii, on va trouver des jeux familiaux, on peut jouer au bowling en ligne avec sa famille, on va trouver des jeux pour des activités pour des femmes avec des accessoires comme une balance pour pouvoir faire des exercices et puis suivre son poids. On va trouver des jeux de cérébraux pour que les retraités s'entretiennent, etc., etc., etc. Et la Wii a été un énorme succès, et ça marche encore. Ça, c'est le premier outil. Un deuxième outil qui, alors lui, est vraiment au cœur de la stratégie Océan Bleu, c'est le canevas stratégique. Alors, le canevas stratégique, c'est à la fois un outil de diagnostic et un outil d'action. Alors, comment ça se présente? De façon assez simple. Quand on veut comparer deux produits, ou deux ou trois produits, on va les comparer suivant des variables, des critères. Et puis, en fait, sur chacun de ces critères, on va leur donner une note de 0 à 10. Et puis, on va placer ça sur un tableau comme ça. Et puis, on va relier les points. Et donc, en général, on se retrouve avec ce genre de choses. On va se retrouver avec un produit, si je prends l'exemple, par exemple, là, de l'eau d'évian versus la cristalline, eh bien, la première variable pourrait être le prix. Ben oui, l'eau d'évian est bien plus chère que la cristalline. Pourrait être la marque. Les gens connaissent la marque. Est-ce que la marque est internationale? Ben oui, bien plus pour l'eau d'évian que pour la cristalline. Etc., etc. Et donc, on va se retrouver avec, en général, deux courbes. Quand on place les points, on va se retrouver avec une courbe, ce qu'on appelle un couloir stratégique de la différenciation, qui se trouve en général en haut, et puis un couloir stratégique de la domination par les coûts, qui se trouve en général en bas. Alors, naturellement, on a défini les variables et les critères sur les variables de façon institutionnelle. Et les critères, ça peut être des critères de prix, de distribution,
d'usage, de services, de fonctionnalités. Et alors, quand on se place sur le canevas stratégique, il y a un endroit où il faut vraiment pas être, c'est au milieu. Parce que quand on est au milieu, alors on dit qu'on est dans le ventre mou. C'est vraiment l'expression qui va bien, en tout cas en français. On est dans le ventre mou. On n'est pas différencié, on n'a pas donc on n'a pas d'avantage fonctionnel par rapport au leader du marché, on n'a pas d'avantage en termes de prix par rapport à un moins 10 ans fonctionnel, et on se retrouve au milieu sans aucun levier, enfin vraiment qui faille la différence. Donc quand on se trouve au milieu, vraiment c'est pas bon. Ça c'est la stratégie enfin c'est la définition de Porter. C'est pour ça que Porter dit soit on se met en haut, soit on se met en bas, soit on se met dans la différenciation, soit on se met dans la domination par les coûts, mais pas au milieu. Ce que fait la stratégie Océan Bleu, c'est de dire, ben non, on n'est pas obligé d'être soit tout en haut, soit tout en bas. On peut avoir un canevas stratégique qui va traverser, sur lequel il y aura des variables qui seront à 0 et puis d'autres qui seront à 10, puis d'autres qui seront au milieu, et que la courbe, elle n'est pas forcément une espèce de ligne qui est en haut ou en bas. Et pour ça, il y a un outil qui est décrit dans le livre, hein, qui s'appelle le 4 Action Framework, et sur lequel, quand on fait une stratégie Océan Bleu, on va se poser 4 questions. Qu'est-ce qu'on peut éliminer? Donc, on a défini notre océan rouge, là, on a nos variables. Quelles sont les variables, les critères que l'on peut carrément éliminer? Alors, pas des critères anodins, en général, les critères qui sont admis par l'industrie comme étant indispensables. On va se poser une deuxième, on va donner des exemples après. On va se poser une deuxième question, qu'est-ce qu'on peut réduire? Donc, un critère, est-ce qu'on peut vraiment le réduire bien en deçà de ce que les standards de l'industrie pour le dit produit recommandent ou font en sorte que ce soit le cas. Et puis à l'opposé, qu'est-ce qu'on peut augmenter, quel facteur on peut augmenter bien au-dessus de ces standards de l'industrie. Et enfin, la quatrième question, qui est qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau qui n'existait pas avant et qui n'a jamais été offert. Eh bien, ça, c'est vraiment le cornerstone, donc la pierre angulaire de la stratégie Océan Bleu. En fait, on va réduire les coûts en activant les critères, les deux actions éliminer et réduire, et on va augmenter la valeur pour l'acheteur avec le critère de l'action d'augmentation et l'action de création. Et vraiment, quand les deux, quand on se trouve dans le losange de l'innovation valeur. Et donc, ces 4 questions peuvent être résumées en une seule. Qu'est-ce qu'on peut éliminer et réduire? Ça, c'est du cost management pour augmenter et créer. Et ça, c'est de l'investissement. Donc, c'est vraiment le cœur de la stratégie Océan Bleu. Un exemple tout simple, vous connaissez tous. Alors, on va oublier la ligne violette. Là, c'est un exemple très caricatural, mais on va oublier la ligne jaune, pardon. Si je compare un PC à la maison et puis un iPad, eh bien, par exemple, un PC à la maison, eh ben, il y a un clavier. Eh bien, quand ils ont sorti l'iPad, il n'y a pas de clavier. Alors qu'un clavier, c'était vu comme totalement indispensable. Eh bien là, non, il n'y a pas de clavier physique. Sur un PC à l'époque classique, il y avait un nombre incalculable de connectivité, du RJ45, de l'Ethernet, du HDMI, du VGA, enfin bref, plein de différents connecteurs. Sur l'iPad, en termes de connectivité, rien, pratiquement rien.
du Wi-Fi et un pauvre connecteur pour pouvoir quand même le charger. Et je peux continuer en termes de disque dur. Dans les années quand l'iPad est sorti, je crois que c'était en 2005, comme ça, on parlait de disques durs de 500 Go ou même de 1 Tera. À l'époque, les premiers iPads, ils faisaient 8 Go. Donc, rien du tout. L'écran est naturellement beaucoup plus petit, le prix était un peu moins cher, le poids, on n'en parle pas. Par contre, qu'est-ce qu'on a augmenté très fortement? Le design. C'est un objet qui a été jugé, et je suis tout à fait d'accord avec ce jugement, comme étant un objet beau, qui changeait de ce qu'était un PC un peu industriel. Et puis, il y a des choses qui ont été créées from scratch, qui n'existaient pas avant. L'écran tactile, ça n'existait pas. Le cloud, ça n'existait pas. L'App Store, ça n'existait pas. Donc le fait de dire non, vos photos, au lieu de les stocker sur votre disque, sur le disque dur de l'iPad, non, vous allez pouvoir les stocker dans un cloud, donc ailleurs, eh bien c'est quelque chose de totalement nouveau. Le fait de pouvoir télécharger des applications, parce que ce soit des applications de jeu, des applications business, des applications utilitaires, etc. Ça n'existe, c'est totalement nouveau. Donc l'iPad, c'est typiquement, et donc là on voit la courbe bleue, qui n'est pas une courbe, quand on relie les points, qui n'est pas soit tout en haut, soit tout en bas, et elle croise. Elle commence en bas, et puis elle croise, et puis elle arrive en haut. Et puis le quatrième outil, donc là on a vu les 3 tiers, on a vu des noms clients, on a vu le canevas stratégique, on a vu le For Action Framework, et maintenant il y a les 6 chemins. Parce que le point difficile dans une stratégie océan bleu qui se respecte, c'est la partie création. Donc apporter cette nouveauté. Et donc là, Chantim et René Beaubournier, ils ont développé 6 chemins en disant, eh bien, il faut aller regarder parmi les solutions alternatives, on va regarder à l'intérieur du groupe, on va regarder la chaîne des acheteurs, etc. Alors, à titre d'exemple, parce que le temps passe, donc je vais couper. Ça, c'est un exemple qui est dans le livre. C'est le cercle du soleil. Quand on compare le cercle du soleil avec, à l'époque, les cirques, dans le cercle du soleil, il n'y a pas de star, il n'y a aucun animal, il n'y a plus de girafes, d'ours polaires, de lions, etc., ou de chameaux. Dans les gros cirques, il y avait des ailes, des parties qui étaient où il y avait des concessions d'entreprise, il pouvait y avoir plusieurs scènes. Et donc ça, on voit très bien ce qui a été éliminé. À l'époque, on n'imaginait pas un cirque sans un lion. Eh bien, le Cirque du Soleil, un énorme succès, il n'y a pas de lion, il n'y a pas d'animaux. On voit très bien ce qui a été éliminé, réduit, augmenté et créé. Alors, on n'est pas obligé d'avoir à chaque fois ces 4 catégories. Et l'exemple typique, c'est NetJet. NetJet, ce sont des jets privés en partage. Et un jet privé, un businessman, il a le choix, soit il payait son jet, il achetait son jet et il entretenait son jet, soit il utilisait des lignes commerciales, voilà. Eh bien, le NetJet est arrivé avec le business model de dire, on fait du jet privé en partage. Ça n'existait pas. Donc là, il y a une partie réduire, il y a une partie augmentation, reduce raise, mais il n'y a pas ni d'élimination, ni on n'allait pas éliminer l'avion, ni de création. Quand on regarde sur un autre exemple sur la partie créée, la chaîne des acheteurs, l'exemple typique, c'est Amazon. Quand Amazon a démarré, Amazon, c'était vendait des livres en ligne. Et quand on vendait des livres, on n'imaginait pas qu'il n'y ait pas de magasin, qu'il n'y ait pas une librairie ou en tout cas une partie dans un supermarché. Donc, le retail, plus rien.
Les coûts de livraison, zéro. Naturellement, en termes de méthode de paiement, on ne peut pas payer en espèces, on ne peut pas payer en chèque. Bon, il n'y avait plus que la carte bleue ou le virement. En termes de prix, parce qu'ils n'ont plus à payer des surfaces de magasins, ben, naturellement, ils peuvent baisser les prix des livres. En termes d'ouverture, on n'est pas sur du 9h10, 9h10, 9h comme une librairie ou du 8h, du 8h, 20h sur un supermarché. Là, on est 24h sur 24. Ils ont mis une stratégie de longue traîne pour avoir beaucoup plus de références. Ils vendent par Internet et ils font du cross-selling. Là aussi, on voit bien Eliminate, Reduce, Race et Create. Un autre exemple de la chaîne de Bayer, très connue, c'est Nespresso. Avant l'arrivée de Nespresso, eh ben, on achetait son café Bonne Maman en poudre ou on moulait chez soi. Et une tasse de café coûtait 5 centimes. Nespresso est arrivé avec une tasse de café qui coûte 40 centimes, donc 10 fois plus cher. Et pourtant, ben, ils ont fait leur trou. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé la fameuse machine. La machine à faire des expressos à la maison. Ça n'existait pas. Avant eux, ça n'existait pas. Le fait qu'on achetait ces capsules jusqu'à ce que le brevet tombe on trouvait pas les capsules Nespresso ailleurs que sur Internet en se faisant livrer. Et donc, on peut décliner d'autres exemples. Un exemple de la stratégie de groupe, ben, c'est la Mini. Alors, la Mini, je sais plus, c'est la Mini Cooper. C'est un gros, je ne sais plus si c'est Mercedes, le groupe Mercedes ou le groupe BMW. Ben, la Mini, c'était une petite voiture plutôt pot de yaourt qui n'avait rien de luxueux. Et ben, ça a été mixé avec tout l'acajou et toute la qualité des grosses berlines. Et ça donne la Mini. Alors, parce qu'il reste que quelques minutes, donc avant les sessions de questions, dans la vraie vie, pour implémenter, il y a une méthodologie dans le livre. Et moi, mon prof, il m'avait dit, puisque lui avait fait beaucoup de sessions de transformation en entreprise, il avait dit que c'était pas la plus optimale. Et donc, lui, la façon dont il s'y prenait, c'est qu'il séparait les gens en 3 groupes. Un groupe avec les membres du CODIR, un groupe avec des représentants de tout type de corps de métier de l'entreprise, donc ces 2 groupes sont internes, et puis un groupe avec les clients Océan Rouge. Et il fait travailler ces 3 groupes de façon séparée pour générer un canevas, le canevas stratégique. Et naturellement, ces 3 groupes sont des personnes qui sont différentes, donc elles vont définir des variables, elles vont avoir des sensibilités différentes. Donc ça va générer des canevas qui sont pas les mêmes. Donc une fois que chacun des groupes a fait son canevas, on va confronter les 3 groupes et puis là, on va définir se mettre d'accord, quel est le canevas stratégique du produit, de la problématique que l'on veut résoudre. Et ça donne un canevas stratégique de l'Océan Rouge consolidé. Et une fois qu'on a ça, on applique les techniques. On applique la technique des 4 Action Framework, on applique la technique des 3 tiers, on applique la technique des 6 passes. Et ça donne, eh bien, l'imagination humaine, donc ça donne plein de différentes possibilités d'océan bleu. Reste à savoir si ces potentiels océans bleus sont viables. Alors pour ça, on va utiliser une méthode dont je n'ai pas parlé, qui date du milieu des années 70, qui s'appelle la balance scorecard, et qui définit 4 critères. Les clients, la finance, les process, les ressources humaines. Et là, on va se poser très simplement la question. Pour chacun des potentielles idées d'océan bleu, est-ce qu'il y a des clients? Oui, non. Sinon, poubelle. Est-ce que nous, en tant que société, on a les finances pour pouvoir le faire? Oui, non.
Sinon, poubelle. Est-ce que on a la maturité organisationnelle où on pense l'avoir pour pouvoir faire? Oui, non. Et est-ce qu'on a les hommes ou est-ce que on est capable d'aligner ce qu'il faut pour pouvoir recruter les bonnes personnes? Si on répond une fois non à ces 4 questions, on n'a pas de stratégie Océan Bleu. Si on répond oui aux 4 questions, alors on a une stratégie Océan Bleu potentielle. Voilà, alors je pense qu'il reste 1 minute. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Donc naturellement, c'est assez rapide. Et cette stratégie, je vais juste finir pour dire que cette stratégie Océan Bleu, elle est particulièrement adaptée au temps que nous vivons depuis le début des années 2000. Je vous ai parlé des 30 glorieuses, 45-73, des 30 piteuses, 73-2000. Et là, depuis le début des années 2000, on est dans l'ère VUCA ou VICA en français. La volatilité, l'uncertainty, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Donc on est actuellement dans cette période-là où on a du mal à prévenir l'avenir. Et puis en plus, pas de chance, on a des signes noirs qui arrivent assez régulièrement depuis tous les 10 ans. Et quand on regarde un signe noir, donc quelque chose complètement inattendu, la chute du mur de Berlin en 89, le 11 septembre en 2001, c'est un signe noir, personne s'y attendait. Lehman Brothers en 2008, personne s'y attendait. Le Covid en 2020, personne s'y attendait. Et donc, pour pouvoir, quand on est une société survivre dans ce monde incertain, il faut avoir des stratégies antifragiles pour profiter des événements et pour pouvoir rebondir. Voilà. Eh bien, écoute, Oriana, je te repasse la main. Donc, merci.